C'est une histoire d'ombre et de lumière. Une succession d'images et de silences. Une course-poursuite entre le bien et le mal qui dure depuis 40 ans. On ne peut pas rentrer dans ce métier sans avoir des hommes de caractère. C'est vraiment incontournable. Oui. Ce que moi je recherchais, c'est vraiment de découvrir le frère. Et me découvrir et découvrir le frère. Tous les gens ici sont animés par l'idée qu'ils font quelque chose de bien. Sauver des vies, c'est forcément quelque chose de bien. Les gens que vous êtes obligés de neutraliser ou de blesser ou de tuer en face de vous, c'est des êtres vivants, donc vous traînez ça toute votre vie. Commandant, opérationnel. Pour eux, l'occasion de tomber la cagoule et de raconter sans détour la réalité d'un engagement. Un monde meilleur, un monde de paix. Autant de valeurs olympiques qui volent en éclats aux Jeux de Munich. Tout avait pourtant bien commencé. Et puis très vite, le terrorisme s'est invité au balcon et en mondovision. Ce jour-là, un commando palestinien tue 2 athlètes israéliens et en prend 9 autres en otage. La police ouest-allemande laisse croire aux ravisseurs qu'ils vont pouvoir quitter les lieux à bord d'hélicoptères. Puis elle donne l'assaut. Mais avant d'être mis hors d'état de nuire, les terroristes exécutent les Israéliens. Un dénouement tragique qui va lourdement traumatiser l'opinion publique occidentale. Cette attaque meurtrière vient de démontrer l'impuissance des forces de sécurité classiques à résoudre des crises extrêmes. En France, on décide la création d'une unité d'élite de l'armée française. C'est la naissance du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, spécialisé dans les opérations de contre-terrorisme et de libération des otages. Nous sommes en 1973, et c'est à un jeune lieutenant que l'on confie les rênes de cette nouvelle arme de lutte contre le terrorisme. Christian Proutot, cet homme à la personnalité affirmée, s'attelle lui-même à créer de toutes pièces un groupe devenu 40 ans plus tard, une unité de référence. Moi, j'étais un peu atypique, complètement atypique. Même quand j'ai préparé Saint-Cyr-Coët-Quidan, j'étais considéré un peu comme, c'est le terme qui est employé par les militaires, folklorique. Je joue de la guitare, j'avais les cheveux un peu plus longs que la moyenne, et dans ma manière de raisonner aussi. C'est-à-dire, j'aime pas les schémas établis. Je considère que chaque situation est différente et que, comme elle est différente, l'approche qui doit en être faite doit être différente. À l'expérience de ce que j'avais vu à Munich, opération dans laquelle il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est relativement simple. Donc j'ai décortiqué Munich en fonction de ce que je savais. Et j'ai décidé de monter une unité avec des modes opératoires particuliers qui n'avaient rien à voir avec ce que les Allemands avaient essayé d'employer. Je n'ai pas eu énormément de volontaires, j'en ai eu une 50aine. Sur la 50aine, j'en ai sélectionné 17. Voilà. Ça peut paraître complètement dérisoire, mais c'est ce noyau qui va petit à petit conduire au GIGN tel qu'on le connaît actuellement. Et je les réunis tous et je leur dis, voilà, je veux que, avant que vous acceptiez cette mission, que vous compreniez qu'elle ne pourra être acceptable, on pourra aller jusqu'au bout de ce que l'on veut faire, que si on met des règles morales importantes. Et pour moi, la règle la plus importante, c'est le respect de la vie. Les cours précédents, en particulier,
en ce qui concerne la nomination de l'arbre, le calibre et la capacité du magasin. Cette mission vous donne le pouvoir de Dieu, le pouvoir de vie et de mort. Si vous acceptez cette notion, vous pourrez travailler, sinon il est encore temps de partir. Bon, alors, la Sterling... Il a su nous marquer de son empreinte déjà à cette époque-là, et on l'a suivi comme un seul homme. Quand il a demandé si on allait le suivre, bien sûr qu'on était prêt à le suivre et à marcher sur le chemin qu'il allait nous tracer. Je considérais qu'il fallait, dès l'entraînement, avoir conscience qu'on faisait un métier dangereux. Il fallait les accoutumer à l'escalade. Donc, travailler sur les immeubles, escalader les immeubles, voir comment faire. Il fallait que tout le monde soit capable de tirer à distance, tirer au contact. Tout ce qui est sport de combat, en particulier les sports de combat qui amènent à avoir des chocs. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser, vous ne servez à rien. Donc, apprendre à prendre des coups, apprendre à souffrir, à durer. Donc, tous ces sports ont été enseignés au groupe. Une formation express de 4 mois. Et le 1er mars 1974, l'unité est officiellement créée. 10 jours plus tard, en région parisienne, c'est le baptême du feu. Un forcené s'est retranché dans un immeuble. Il retient une femme et un enfant en otage. Les caméras sont sur place. C'était la première fois. Et la première fois, c'était de se dire on va réussir, c'est bon, on va y arriver. On avait la foi et on était sûr qu'on était du côté des justes. C'est pas aussi simple que ça et malheureusement, on l'a appris à nos dépens. On prépare nos affaires, on prend tout ce qu'on avait, fusil, moyen on n'avait pas grand-chose en fait. Il n'y avait pas de gilet pare-balles, il n'y avait pas de casque anti-balles. On est parti d'ailleurs sur les photos que je vais pu vous remettre, vous allez voir un peu la tenue qu'on avait à cette époque-là. On est intervenu sur notre mode opératoire, tel qu'on l'avait, le schéma que l'on avait prévu, faire une diversion, donc faire croire qu'on allait attaquer par la fenêtre pendant qu'on avait mis de l'explosif sur la porte. J'avais la charge donc de casser la vitre de la porte-fenêtre qui donnait dans l'appartement. Donc d'une première grenade que j'ai lancée, j'en ai c'était une dizaine, je ne me souviens plus, des grenades lacrymogènes. Je suis rentré par les balcons, par l'extérieur, en enjambant la rambarde, et on a fait tout doucement, en longeant les murs, en progressant toujours avec notre masque. Et c'est là qu'on a vu le retranché sur le lit, endimanché, cravate, et l'arme à la main, il s'était mis une balle dans la tête. Je suis né une seconde fois à ce moment-là, parce que j'ai découvert ce qu'était la vie, ce qu'était la mort aussi. Quand vous voyez ce que j'ai vu avec... J'ai vu cet enfant de 7 ans qui était sous la table, et Madame Gomet aussi qui était morte et contre la porte de la cuisine. C'est là que j'ai compris que c'était quelque chose de très dur et qu'on allait être amené à faire des choses qui dépassaient ce qu'on avait fait jusqu'alors. Voilà. Voilà un gros sentiment d'échec. Cette première opération nous a fait comprendre que c'était pour de vrai, quoi. C'était pas du tout comme on pouvait l'imaginer. On arrive, on libère tout le monde, et puis c'est beau, et puis le geste est beau, voilà. Donc ça a été un très bon enseignement, un enseignement assez dur, sûrement nécessaire, indispensable même. 2 ans plus tard, la première opération d'envergure du groupe va confirmer sa raison d'être. Et cette fois,
bien loin de la métropole. À 6000 km de Paris, Djibouti, à l'époque encore une colonie française. Des indépendantistes ont détourné un bus scolaire. 9 hommes du GIGN sont dépêchés sur place pour tenter de libérer les otages. Les auteurs de ce coup de force, 4 militants armés du Front de libération de la côte des Somalies, réclament l'indépendance totale de Djibouti et la libération immédiate de tous les détenus politiques. Et ils le font en menaçant la vie d'enfants de militaires français enlevés ce matin à 9h, heure de Paris, à bord d'un car de ramassage scolaire. Donc on arrive en pleine nuit, on est accueillis à l'aéroport de Djibouti et on est accueillis avec notre tenue d'intervention noire. Et on nous dit, mais il ne faut pas que vous alliez là-bas comme ça parce que c'est dans le désert. Et donc il faut que vous soyez en kaki, enfin, le plus proche couleur sable. On s'équipe avec les treillis locaux, là. Il n'y avait pas toutes les tailles, donc il y en avait des grandes, des courtes, on ressemblait un peu à une armée bizarre. Les otages sont immobilisés dans un no man's land entre les territoires français et somaliens. Les forces de l'armée française sont déjà en position à quelques centaines de mètres du car. Elles ont pour mission d'appuyer les hommes du lieutenant Proutot. L'unité d'élite n'est pas encore précédée de sa réputation, mais c'est pourtant à elle que les autorités politiques françaises ont confié la vie des enfants. Une mission jamais réalisée auparavant, qui vise en priorité à sauver la vie des otages. Une force militaire classique, sa raison d'être, c'est quand même fondamentalement de détruire l'ennemi. La vocation du GIGN est plus complexe. Dans le cas de Djibouti, il s'agissait d'abord de tenter de sauver les otages. Ce qui advenait aux malfaisants était une dérivée de l'objectif premier qui était celui de tenter de sauver les otages. Alors que pour les militaires, l'objectif premier aurait été plutôt de mettre hors d'état de nuire les malfaisants, avec comme corollaire souhaitable le sauvetage des otages. Mais l'ordre des facteurs n'est pas le même. On arrive enfin au poste de commandement à l'intérieur de la Palmeraie. Le général Brazard dit à l'officier qui nous introduit, qui nous dit voilà, c'est le lieutenant Proutot et les tireurs et ses hommes. Il me regarde, il se retourne vers son état-major, il dit c'est ça les tireurs d'élite. Faut dire que je le comprends, avec la distance, on n'avait pas de très fière allure. Alors si, il rajoute une phrase extraordinaire. À l'époque, je portais des lunettes. Et il dit, vous savez, chez moi, ceux qui ont des lunettes, je les mets au secrétariat. Bon, je dis, mon général, faites-nous confiance. Je vous assure, nous sommes au niveau de ce que vous attendez, ou ce que vous attendez sûrement pas, mais nous vous montrerons que nous sommes au niveau. C'était une première. Une sacrée première dans le 14 ans. Ce n'était pas 1 ou 2 terroristes, 2 ou 3 otages retenus dans un local. C'était quelque chose de très gros, très important. On s'est mis en place face au car, à une distance avoisinant les 200 mètres. Et on a attendu assez longtemps pour entrer en action quand le moment propice s'est présenté à nous. Mes tireurs étaient en place, je mets en place ce qu'on appelle le code de tir. La technique de tir simultané est une technique très compliquée parce qu'elle doit faire tirer les tireurs tous en même temps, pour qu'ils touchent tous leur objectif en même temps, pour pas qu'il y ait de retour offensif, donc éliminer le danger tout de suite, en même temps. Il fallait qu'on soit sûr, à un moment donné, que toutes les cibles soient immobiles pour garantir. C'est pas comme au cinéma où on tire sur des gens qui courent, on les touche. Non, c'est quelque chose qu'il fallait avoir nos 5 cibles en même temps et immobiles. J'étais, je vous dis, très concentré, l'œil rivé à ma lunette de visée. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui prend au trip quand même. Hein. C'est là, maintenant, il n'y a plus à reculer. Là, quand on a entendu le 0... Donc j'ai dit 0, pan. Et puis, on voit les vitres claquent les impacts. Et puis un silence. Les 5 terroristes ont été touchés par les armes ouvrant le feu en même temps. Et c'était vraiment une cohésion parfaite dans le tir.
On a entendu un seul coup de feu. Vous connaissez la suite? Un des terroristes assoupis sur une marche de l'autobus n'avait pas été repéré. C'est lui qui a mitraillé les enfants avant d'être abattu. Opération stupéfiante. Sur la trentaine d'écoliers détenus dans le car, 2 petites filles vont perdre la vie. Disons que je suis assez triste. Pourtant, vous avez quand même réussi votre opération. Disons que nous avions tous l'espoir de sauver tout le monde, quoi. C'est surtout, au départ, c'était ça. Et chaque fois que nous travaillons dans cet esprit-là, pouvoir tirer tout le monde d'affaire. Et la préparation du personnel, si elle est intense, c'est dans ce but unique. Pour nous, on avait échoué. Hein. Je vous le dis sincèrement. Pour nous, réussir, c'était ramener les 32 enfants à leur famille. Et ça n'a pas été le succès qu'on espérait. Alors, bon, ça a été un peu du rail, quoi. Voilà, personne n'a mesuré la détresse que c'était pour nous de ne pas avoir réussi complètement. Cela dit, par rapport aux familles, c'est rien du tout, quoi. C'est juste nous qui traînons nos cadavres. Une victoire au goût amer, mais surtout un exploit qui est salué par l'opinion publique. Une cérémonie officielle est organisée pour décorer les 9 gendarmes dans la cour d'honneur du fort de Charenton, à Maisons-Alfort. Ils reçoivent la médaille de la gendarmerie, une distinction délivrée bien souvent à titre posthume, qui récompense les actions d'éclat. L'unité a gagné ses galons de respectabilité et multiplie les interventions. Maîtrise de forcenés, mutinerie dans les prisons ou encore prise d'otages. Les autorités politiques comptent désormais sur le lieutenant Proutot et ses hommes pour résoudre les crises. 1981, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand se disputent la présidentielle. La bataille électorale est à son paroxysme. Un événement vient alors perturber la campagne. À quelques jours de l'élection, un pirate de l'air détourne un avion et s'immobilise sur le tarmac du Touquet. À son bord, 118 passagers et 5 membres d'équipage. Il faut intervenir. Une mission dévolue à l'unité d'élite. Le détournement du Boeing d'Aer Lingus au Touquet, tout s'est bien terminé, vous le savez sans doute, vers 23h hier soir. Tous les passagers sont libres et sains et saufs. L'dénouement est intervenu sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Le pirate a été maîtrisé par l'équipe du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le directeur m'appelle et me dit, voilà, vous avez un ordre de la présidence de la République. Il faut que vous alliez vous expliquer sur toutes les chaînes, expliquer ce succès sur toutes les chaînes en vous mettant en grande tenue. Alors le capitaine Proutot, commandant le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, est maintenant avec nous en direct dans ce studio. Alors vous avez fait, je ne sais plus combien, des dizaines et des dizaines d'interventions, 50, 100, 150 ? Nous avons plus de 100 interventions, dont à peu près une trentaine sur des problèmes de prise d'otages, qui soient à caractère criminel ou dû à la folie ou dû au terrorisme. Nous avons libéré, sans compter cet avion qui va augmenter notablement les statistiques, nous avions libéré à ce moment-là 268 otages. Pour moi, c'était rendre justice à mes hommes du GIGN qui avaient pris un risque dans une opération. J'avais complètement zappé les détours des élections. Mais bien évidemment, c'était de la com. Parce que cette intervention, elle tombait malheureusement à pile pour une politique que je hais, que je vomis, qui est une politique de la récupération. J'ai pas réalisé le piège. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Dire non. Non, honnêtement, j'ai fait une ânerie. Vous la reprochez, cette intervention télévisée? Oh, mais bien évidemment. Ça a été la suite d'une certaine image du GIGN droitière. Le GIGN roulait à droite, quoi. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Finalement, la manipulation du pouvoir en place n'a pas atteint son objectif. La gauche arrive aux affaires et le GIGN s'attend à un sévère retour de bâton. Mon directeur m'appelle en me disant, voilà, attendez-vous à être dissous et je vous préviens tout de suite, je veux pas en gros, je veux pas un mouvement de sourcil quand on vous annoncera la chose et je veux que vous prépariez
vos hommes à cela. Cette arrivée de la gauche au pouvoir nous a fait craindre à un moment la disparition du groupe et on ne comprenait pas. Alors que ce soit un gouvernement de gauche comme de droite, nous on était là pour aider les gens, enfin, faire un travail pour la société, non pas pour un parti politique, quoi. Donc j'ai pris par moi-même, jeune commandant, la décision de trouver le moyen de trouver un homme politique qui aurait l'ouverture d'esprit pour m'écouter avant de prendre une décision. Il réussit à convaincre Charles Hernu, alors ministre de la Défense, d'assister à une démonstration du GIGN. Cette démonstration était concluante et elle a démontré qu'on avait un savoir-faire qu'il aurait été dommage de le jeter à la poubelle, quoi. Et donc nous nous sommes retrouvés après la démonstration et Hernu, qui avait sa faconde avec sa coupe de champagne, a pris la parole. Mon commandant, avancez-vous. Je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, je vais dire au président de la République qu'on ne peut pas se passer d'une unité comme la vôtre. Je vous raconte pas, je ne sais pas comment mes hommes ne se sont pas mis à hurler, à applaudir et tout. J'ai eu une chance inouïe, ils ont eu un sourire jusqu'aux oreilles, ils ont applaudi le ministre, tout le monde était content et je dois avouer que ça a été un des plus grands jours de ma vie. Non seulement le GIGN n'est pas dissous, mais très vite, le nouveau pouvoir en place va utiliser son savoir-faire. C'est un acte terroriste commis en plein Paris qui va sceller ce revirement. Rue des Rosiers, un commando pénètre dans le restaurant Goldenberg et ouvre le feu avec des pistolets mitrailleurs. Le bilan est lourd, 6 morts, 22 blessés. Face à une menace qui s'intensifie, le président de la République décide d'installer une cellule antiterroriste auprès de lui. Les gendarmes entrent à l'Élysée. Une mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme sera confiée au chef d'escadron de la gendarmerie Proutot, qui travaille déjà, vous le savez, à mes côtés. D'une certaine manière, le GIGN à l'époque, avec ses gendarmes de l'Élysée, va devenir un peu ce qu'on pouvait lire dans les romans d'Alexandre Dumas, les mousquetaires, au service du roi ou de la reine, on ne sait pas trop, du cardinal. Voilà, ce n'est pas à ça que servent les forces de sécurité dans notre pays, à être instrumentalisées par des politiques pour régler des affaires politiques. Et donc le GIGN, des gendarmes du GIGN vont s'engager très loin dans ce sens. Et il n'est pas bon qu'ils soient instrumentalisés pour des écoutes, pour la protection de la fille de je ne sais qui ou de je ne sais... Enfin, voilà. Il faut que les choses soient transparentes d'une certaine manière. Nous avons clairement manqué à cette époque de transparence sur ce que faisaient un certain nombre de gendarmes du GIGN. À quelques jours de la présidentielle suivante, 4 gendarmes sont tués en Nouvelle-Calédonie et une vingtaine d'autres sont retenus en otage par des indépendantistes kanaks au fond d'une grotte de l'île. Pour résoudre cette crise, le gouvernement Chirac décide d'employer la manière forte. Et pour la première fois, les hommes du GIGN vont se retrouver mêlés à une véritable opération militaire. Une philosophie contraire à celle du groupe. Alors le commandant de l'unité, le capitaine Legorju, va s'employer à défendre une sortie de crise qui éviterait l'emploi de la force. J'imagine pas un seul instant qu'on donnera un assaut sur cette entité-là. Pour moi, on est, sauf à ce qu'il y ait un commencement d'exécution des otages sur place, j'imagine que la négociation va être l'axe de travail principal. Et je suis entièrement concentré là-dessus. Et en même temps, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et pourquoi? J'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il a été décidé par le gouvernement Chirac, avec l'accord du président de la République du camp soi-disant opposé, il a été décidé de donner un assaut pour que il soit mis fin à cette prise d'otage avant l'échéance du 2e tour. Le dénouement est inéluctable. Les hommes du GIGN sont désormais en ordre de marche. Il reste 48 heures avant l'offensive. Il y a un prêtre sur place et la veille de l'assaut, j'ai besoin d'aller lui parler. Je suis croyant et j'ai besoin d'aller lui parler. Si je pars, eh ben je veux dire certaines choses.
je veux dire, pardon pour la violence qu'on est amené à donner, le sang qu'il peut y avoir, la disparition des vies, la mienne déjà, parce que j'ai peur. Et j'ai besoin de le confier à quelqu'un qui n'est pas du GIGN, mais je le confie au père Brard. Voilà. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui était chaud, bouillant. Et donc là, dans la tête, il se passait plein de choses. Est-ce qu'on va revenir ? Parce que là, on savait que déjà, quand on a vu comment ça se passait, on s'est dit ça va certainement, tout le monde ne va pas revenir. Et puis là, on est monté à l'assaut et ça a commencé à tirer. Parce qu'il y avait des Kanaks qui étaient dans les arbres, qui avaient mis des abris des postes de combat dans les arbres. On l'a su après on voyait en avançait, on voyait bien. Et donc ça partait dans tous les sens, les rafales ça tirait. Et donc on entendait les balles qui sifflaient, même il y avait des balles qui atterrissaient dans les arbres et tout. Et moi j'ai continué à avancer, à glisser sur la gauche, donc pour aller vers la grotte. La guerre c'est ça, c'est ces bruits, ces violences, c'est des cris, c'est des gémissements, il y a tout qui est réuni en même temps. Vous avez l'impression que c'est au ralenti, que ça s'accélère, c'est complètement dingue. Vous avez tous vos sens qui sont éveillés, vous êtes comme un animal qui est en survie, c'est inouï, quoi. Personne n'est tombé, donc c'était un soulagement immense. Un soulagement immense. Je regardais autour de moi et je disais, merci. Merci la chance qui a été avec moi ce jour-là. Moi, je suis un passionné de photos, donc j'ai toujours mon petit appareil avec moi, tout ça. Je fais 2 ou 3 photos. Je portais mon attention sur la vie retrouvée. On a retrouvé nos camarades et j'ai fait ces instantanés sur leur visage. Zaza, le grand Dubois, Alain Guillotot qui pleure. Dans les otages, il y a un gendarme mélanésien qui pleure. Enfin, tout le monde pleure, moi je pleure. Enfin bon, on est dans un truc de dingue, quoi. On est lessivés, on a vieilli de 20 ans. J'ai fait une photo de Jean-Claude dans l'hélicoptère où il pleure. Ça reste des hommes. Hein. Vous passez par des trucs comme ça, ça vous marque à vie. Hein. On voit que les photos à ce moment-là, elles trahissent pas, quoi. À 6h du matin, l'opération Victor est déclenchée. Les forces de gendarmerie et des commandos militaires partent à l'assaut de la grotte. Le bilan sera terrible. 21 morts, 19 indépendantistes et 2 militaires. On a cette sensation d'avoir réussi, les otages sont libérés. Voilà, c'est une sale affaire quand même. Des gendarmes ont été abattus, des militaires sont morts dans l'assaut. Nous avons des blessés, il y a des blessés graves. Sans parler des indépendantistes également qui sont morts dans leur engagement. Hein. Quel gâchis, quoi. En résumé, quel gâchis, quoi. Le prix à payer pour la communauté kanak est un prix qui est beaucoup trop douloureux. Et ce prix-là, pour moi, il ne fallait pas l'engager. Est-ce qu'on pourrait savoir quand, précisément, la décision, l'instant de la décision a pu être pris d'intervenir en Nouvelle-Calédonie? La décision finale a été prise par le Premier ministre hier soir. La décision étant de la responsabilité exclusive du gouvernement. Donc c'était bien entendu, comme l'avait dit M. Chirac, que le gouvernement gouverne. Monsieur le ministre, je vois que Raymond Barre, juste une petite insertion, déclare que l'ordre, effectivement, devait être rétabli en Nouvelle-Calédonie, mais il déplore tant de vies perdues. Eh oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On avait le choix entre risquer la mort de 25 Français détenus en otage. Lorsque les négociations n'aboutissent pas, on doit à ce moment-là utiliser tous les moyens pour que force reste à la loi. On peut toujours se lamenter, ça ne sert à rien. C'est un raté politique total. On aurait décorrélé ce temps électoral du temps humain de la négociation. Hein, ma conviction est quasi totale. Nous sortions
tous les personnes impliquées dans cette prise d'otage, nous les sortions vivants. Et j'aurais, pour l'histoire du GIGN, j'aurais préféré que ça se passe comme ça. En parallèle de cette instrumentalisation politique, une crise profonde est en train de se nouer au sein du groupe. Pour la première fois, des gendarmes remettent en cause leur commandant. Ils lui reprochent d'avoir quitté son poste. Philippe Le Gorju s'est éclipsé juste avant l'assaut. Alors c'est le sous-officier Michel Lefebvre qui s'est chargé de diriger les opérations à sa place. Au retour, les gens lui tournaient le dos. Qui? Les gens du GIGN, tous les gendarmes, lui tournaient le dos. Ils n'ont pas pardonné le fait de ne pas répondre présent dans un moment où leur chef aurait quand même pu être là pour qu'on soit ensemble. Mais là, les gens se sont rendus compte que j'étais seul et que c'est moi qui ai pris toutes les responsabilités. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que la décision de l'assaut a été prise, moi je suis rentré dans le mouvement de l'assaut. Il y a eu une nuit de marche complète pour arriver sur la base d'assaut au départ. J'étais dans un état d'épuisement total. J'étais dans l'incapacité physique de mener, et mentale de mener cet assaut. Et Michel a très bien fait. On vous l'a reproché au sein du groupe, au sein du GIGN? Bien sûr, bien sûr. Ils m'ont reproché de ne pas jouer mon rôle de patron du GIGN au moment de l'assaut. Et moi, je n'ai pas eu non plus le courage, là, pour le coup, de leur dire, je suis pas en état, je viens pas ou je fais autrement. Mais de retour en métropole, le capitaine Le Gorju oublie ses défaillances, occupe le devant de la scène. On était confrontés à de vrais combattants qui se sont battus jusqu'au bout, qui se sont défendus bec et ongles, l'arme à la main, et qui n'ont absolument pas voulu céder au cours des assauts. Il avait eu l'occasion, lui, de discuter avec les journalistes, et donc il a pu raconter ce qu'il voulait. Je ne trouvais pas que c'est injuste. Que quelqu'un qui refuse de monter à l'assaut, en arrivant en France, on le reçoit comme un héros. Je trouve que c'est un peu gros. Moi, je ne demande pas à être reçu comme un héros, mais je ne demande pas non plus à passer comme ça, sous silence, et qu'on dit, c'est Le Gorju qui a tout fait. Je dis non, il n'a pas tout fait. Il a essayé de négocier, il a raté, et le reste, c'est moi qui l'ai fait. Ouvéa a laissé des traces dans l'unité. C'est une opération délicate, conduite dans des conditions extrêmement difficiles, qui a déstabilisé l'unité profondément. Donc là, il a été décidé de faire venir un patron extérieur. Moi, c'est dans ce registre-là, dans ce cadre-là que je suis arrivé. Une rupture avec la tradition du GIGN, qui a toujours choisi ses chefs parmi les siens. Alors ces fortes personnalités voient d'un mauvais œil l'arrivée du capitaine Favier qui n'a pas fait ses preuves au sein de l'unité. 2 ans plus tard, il dirige l'opération la plus emblématique de l'histoire du GIGN, l'Airbus de Marignane, celle qui lui vaudra le respect de ses hommes. Un avion détourné par 4 terroristes s'est posé sur l'aéroport de Marseille. Ils ont pris 170 passagers et 12 membres d'équipage en otage. On a des conventions très fortes avec Air France qui nous ont permis de travailler, de développer des protocoles. On connaît bien les appareils. On a des tas de procédures également qui nous permettent d'être opérants et efficaces face à ce type d'actes terroristes. Et donc, on n'est pas démunis en termes de savoir-faire technique ou tactique. On sait qu'on a les capacités. La difficulté maintenant, va être pour nous de traduire ces capacités en réalité opérationnelle. Une négociation très complexe qui est conduite depuis la tour de contrôle et qui vise à obtenir la libération des otages, la reddition du commando dans une logique de fin de crise. C'est ça notre objectif. Mon rôle en tant que négociateur, c'est de rentrer en contact direct avec les ravisseurs, avec les pirates. Je leur demandais tout simplement ce qu'ils voulaient, quelles étaient leurs revendications, de quelle manière on pouvait les aider. Ils me répondaient « toi ça te regarde pas, tu écoutes ce que je te dis, tu remets du fioul et tu nous laisses redécoller, nous on va à Paris, le restant ça ne te regarde pas ». Et on pourra mesurer à l'occasion de la négociation que ce niveau de détermination est vraiment, vraiment très fort, très élevé et que l'exigence de voir l'appareil redécoller pour aller à Paris est une exigence forte qui inquiète beaucoup.
On apprenait au fil de la négociation, simplement sur les petites bribes d'intervention de leur part, qu'ils étaient équipés, qu'ils avaient un gros arsenal, et jusqu'au moment où il nous a dit « de toute façon, si tu me laisses pas redécoller, on va tout faire exploser ». Décoller pour aller à Paris, pour y faire quoi, hein. Et les événements qu'on a connus ensuite en 2001 ont montré ce qu'on pouvait faire avec un avion qui s'écrase sur une ville. Donc on est dans cette logique-là. Mais à l'époque, le 11 septembre n'avait pas eu lieu. Tout ça, c'était cette histoire d'explosion d'avions en vol ou contre un édifice. C'était digne d'un scénario hollywoodien auquel on n'avait pas pensé encore. Donc loin de nous cette éventualité, hein. Mais au fil des heures, malheureusement, on s'approchait de ce scénario éventuel, quoi. Un avion, c'est une bombe par destination. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Si l'avion s'écrase, c'est quelque chose qui serait dramatique. Et donc, il n'est pas du tout envisagé un instant que l'avion quitte Marseille. Après 52 heures de prise d'otage, le commando mitraille la tour de contrôle. Immédiatement, le capitaine Favier lance l'assaut. Moi, je trouve l'unité très rapidement en ordre de marche, déjà rassemblée et prête à agir sur les échelles autoportées que nous utiliserons. Donc là, c'est un moment extrêmement fort pour le patron de voir son unité qui le regarde et le patron dit que cette fois, oui, on y va. On s'empile les mains les unes sur les autres et puis on se donne du courage dans les regards, quoi. Personne ne fait le malin, il n'y a pas tellement eu de baratin pour dire ouais allez on y va, non, on est tous concentrés. Et là les mots ne sont pas nécessaires, les regards suffisent, les attitudes suffisent. Ça veut dire que là on est quand même sur quelque chose qui va être dur et chacun le sait bien. On savait qu'on allait se faire tirer dessus, quoi. On connaissait la puissance de leur armement, Kalachnikov, fusil, des grenades, de l'explosif dans l'avion. Donc ça allait être l'affrontement allait être sérieux, quoi. Avec les machins, avec le GIGN. Ne dites plus rien. Moi, je suis sur la passerelle avant droite. Je suis le dernier de la passerelle avant droite. Nous sommes 8. Ouais, ça y est, ça rentre là. Allez, hop. Ok, ça caméra. On rentre dans un avion qui a été pris en otage depuis 52 heures. L'obscurité tombe, les rideaux de l'avion sont baissés, on voit rien. Il y a des tirs, il y a des explosions, il y a des cris qui sont extrêmement forts, il y a des gens blessés, en particulier des gendarmes, il y a des cris de douleur, donc on est dans un contexte qui est quand même très très déstabilisant. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Oh merde, il y en a un qui est touché. Un assaut dans une situation comme celle-ci, c'est d'une violence extrême. C'est déstabilisant pour les membres du GIGN qui, bien sûr, mais eux, ils savent où ils vont, ils sont aguerris, ils sont formés pour ça, mais c'est quand même déstabilisant. Pour les otages, c'est déstabilisant. Pour les terroristes, ça l'est tout autant. Au moment où on est intervenu, on est tellement vite, ils n'ont pas pu faire péter leur charge explosive qu'ils avaient placée à l'arrière et au milieu de l'avion. Donc ils ont tellement été pris de court qu'ils ont essayé de faire un maximum de dégâts, mais on était déjà là, quoi. Alors c'était trop tard pour eux. Ça s'est terminé effectivement par la libération des otages vivants. Certains sont blessés, la libération des membres de l'équipage. Et bien sûr, les terroristes ont été tués dans cet assaut. Nous sommes toujours dans une logique de légitime défense. Et nous sommes capables d'aller très loin dans cette logique de légitime défense, de respect de la loi pour préserver la vie. On a enlevé les gilets pare-balles, casques, les cagoules, et on est content. Et on sort tous le même mot. Putain. Voilà. Ouais, tout le monde sort ça plusieurs fois, quoi. Comme pour lâcher tout ce stress qui s'est emmagasiné pendant toute l'opération, quoi. Parce que là, il a comme une délivrance, hein, et la chape de plomb, elle est tombée, quoi. La presse est unanime. L'opinion publique est conquise. Les hommes du GIGN viennent d'accéder au statut de héros de la nation. Les autorités politiques de gauche comme de droite s'emparent du succès de l'unité d'élite. Une réception est organisée à l'Élysée pour honorer leur courage et leur victoire.
qui était pour nous très important, c'est que Mitterrand nous reçoive le lendemain de l'opération. Donc ça, c'était extraordinaire de venir le lendemain à l'Élysée, être reçu par le président, où, pour l'anecdote, on est tous rentrés armés dans l'Élysée. Il y a un truc qui n'existe pas, qui ne se fait jamais. Et ben quand il m'a serré la main, donc je me suis présenté. Enfin, il m'a demandé, il me dit quel était votre rôle. Alors je lui ai dit, ben voilà, j'étais sur l'avant, j'ai pu neutraliser un terroriste. J'ai été blessé par un éclat de grenade, mais c'est pas méchant puisque je suis là. Elle me dit, ah bon, mais vous êtes blessé où? Je dis, à la jambe. Mais vous n'allez pas à l'hôpital, mais... Je dis, non, j'ai dit au médecin que je n'irai pas à l'hôpital tant que j'aurais pas serré la main au président. Alors, donc il m'a regardé, il a affiché un grand sourire, et puis il est passé à côté, et puis voilà. Le pouvoir politique avait vraiment envie à la fois de bénéficier des retombées de ce succès de contre-terrorisme, de la même façon que si une équipe de foot gagne le championnat du monde, elle sera reçue à l'Élysée, parce que les politiques ont envie de profiter des retombées médiatiques, dire bah, regardez, nos joueurs de foot sont géniaux, nos super gendarmes sont géniaux. Et je tiens donc à remercier toutes les forces de l'ordre, et spécialement le GIGN. Oui, j'ai voulu leur dire notre gratitude et notre admiration. Et quand je dis notre, c'est celle, je crois, de tous les Français. Pour le GIGN, c'est le grand moment de son histoire. Ça a une autre conséquence, c'est que cette opération est extrêmement médiatisée. Le versant positif, c'est que le GIGN devienne des super-héros. Le versant négatif, c'est que ces super-héros font quelque chose de dangereux parce qu'ils affrontent le terrorisme et que leur nom, leur visage sont, pour des raisons de communication politique, rendus publics. On ne peut pas exposer les gens qui font ce métier-là à l'exploitation politique. Quand leurs familles sont menacées parce qu'on a donné leurs photos et leur identité sur le perron de l'Élysée, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que la guerre contre le terrorisme n'était pas terminée après la première bataille. Marignane était un échec du terrorisme. Et ils se sont dit, ils ont été humiliés. On a vu à la télé des hommes en noir tuer l'ensemble des terroristes et libérer tous les otages à Marseille. Donc ils se sont dit, là on a pris une humiliation. 4, 5 terroristes ne pouvaient plus faire face aux groupes d'intervention comme le GIGN. Et donc probablement il y a eu un certain nombre d'années, moi c'est comme ça en tout cas que je l'interprète, où il y a eu véritablement une réflexion tactique, telle que l'on le fait de notre côté, de la part des terroristes, notamment des extrémistes islamistes, en disant qu'est-ce qu'il faut faire si on veut vraiment déstabiliser l'État à laquelle on se confronte. Mais je crois que le 11 septembre, c'est un peu une revanche. Et parce qu'il s'est suivi, eux, ils se sont dit qu'il faut passer à une autre étape. Parce que sinon, ils sont trop forts en face. Les unités spéciales sont trop fortes. Donc ils sont partis sur une autre dimension. Holy fuck! Vous êtes face à un mouvement terroriste structuré, nombreux, de nature militaire, particulièrement déterminé, sur lesquels la négociation n'a pas beaucoup de prise, qui utilisent des moyens non conventionnels, qui sont capables de taper en plusieurs points de manière simultanée pour déstabiliser l'appareil d'État. Donc là, on est face à un terrorisme d'une nature différente, à la fois multiple dans ses points d'application et multiple dans sa forme et très puissant dans l'expression. Donc là, on est face à des situations qui sont très dégradées par rapport aux situations qu'on a connues jusqu'alors. Au début des années 2000, la menace d'Al-Qaïda oblige le GIGN à étudier les méthodes de ses adversaires pour mieux les contrer lors d'une éventuelle attaque sur notre territoire. Mais ce sont les événements de Moscou un an plus tard qui vont amener le groupe à repenser une partie de sa philosophie. Plus de 800 spectateurs sont retenus dans un théâtre par un commando d'une 50aine de rebelles tchétchènes. Les terroristes portent des ceintures d'explosifs. Ils ont aussi piégé les lieux et menacent de faire sauter le bâtiment. Dans une situation comme celle-ci, potentiellement, tous les otages sont morts. Il n'y a rien à faire, potentiellement. Parce que c'est un mélange entre la prise d'otages et l'attentat suicidaire. Ils ont mis les bombes, ils sont avec les otages et ils attendent le moment d'appuyer sur le bouton. Ils attendent pourquoi? C'est pour faire monter la situation dramatique.
Il faut monter le suspense du massacre, en fait, le plus longtemps possible, comme une sorte de parenthèse temporelle, où ils savent que c'est un tel chantage à l'horreur que l'ensemble des médias vont arriver, et la chambre d'écho va être énorme, 10 fois plus importante que si ça avait été un attentat. Là, si à cet instant, il tuait 800 personnes, ce serait catastrophique. Mais le chantage au massacre de 800 personnes en direct devant les médias du monde entier, ça prend une dimension qui est horrible. Et donc, si vous voulez, cette période de suspense complètement machiavélique, vous pouvez théoriquement quasiment rien faire. Plus la couverture est spectaculaire, plus elle est vaste, et plus les fins du terrorisme sont servies. C'est un acte de relation publique. Ce n'est pas seulement un acte de violence et un acte de destruction, c'est intrinsèquement, c'est ce qui distingue le terrorisme d'autres actes, des actes de grande criminalité par exemple. Le criminel veut vivre caché, il ne veut pas vivre dans la lumière. Le terroriste veut que son acte soit en pleine lumière. L'assaut mené par les forces spéciales russes se termine dans un bain de sang. 130 otages ont perdu la vie, ainsi que la plupart des membres du commando tchétchène. Très rapidement, les autorités françaises, donc à l'époque la ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, s'inquiètent de cette crise et diligentent des réunions ministérielles sur ces problématiques. Qu'est-ce que la France ferait en cas de prise d'otages de masse? Donc on a travaillé sur un programme, des programmes secrets, des programmes un peu plus connus, des échanges, une restructuration en interne, une nouvelle manière d'aborder l'adversaire, l'ennemi, qui font qu'aujourd'hui, quelques années après, le GIGN s'est donné les moyens, peut-être comme que quelques unités dans le monde sont capables de le faire, de gérer au mieux ces situations dramatiques. Et encore une fois, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de baguette magique. Denis Favier prend les commandes du GIGN pour la deuxième fois en 2007 et pilote la réorganisation de l'unité d'intervention. Le groupe passe alors de 120 à 380 hommes. Afin d'apporter une réponse adaptée aux nouvelles menaces terroristes, le GIGN renoue aussi avec sa tradition militaire. Des opérationnels du groupe sont envoyés sur des terrains de guerre, en Afghanistan, pour travailler main dans la main avec d'autres composantes de l'armée française. Sur place, ils forment les policiers locaux et effectuent des missions conjointes pour interpeller des insurgés. Une manière de se confronter au feu et d'acquérir l'expérience du combat. Une occasion aussi de se confronter directement à ses adversaires. Nous sommes militaires de statut, nous sommes militaires d'esprit, nous sommes militaires dans nos modes d'action. Le travail de 2007 a aussi été un virage assez important pour repartir sur les fondamentaux du monde militaire. L'engagement en Afghanistan, de ce point de vue, est un engagement qui est significatif, qui a permis de durcir nos capacités dans des secteurs d'intervention qui étaient difficiles, au contact des forces spéciales des armées, au contact essentiellement de l'armée de terre, pour maîtriser de nouveaux savoir-faire et pouvoir aguerrir nos gendarmes et ainsi pouvoir développer en sécurité intérieure ces capacités lourdes qu'on a acquises sur des théâtres sensibles. Et moi, c'est la première fois que réellement j'ai été confronté à des situations aussi extrêmes. De groupes d'individus, parfois 10, 15, qui nous prenaient à partie, parfois jusqu'à la mort, extrêmement déterminés, évidemment, qui nous tiraient dessus. Et qui utilisaient des moyens qu'on ne trouve pas actuellement sur le territoire national, et qu'on est susceptible de trouver un jour. Mais c'est ça qu'on est allé rechercher. C'est se confronter à des individus radicalisés, déterminés, rompus à toutes les techniques de guerre qu'on peut retrouver un jour en Europe ou sur le territoire national. L'unité d'élite enchaîne aussi les opérations du quotidien qui lui permettent en permanence de se confronter à la réalité du terrain et à ses dangers. Le GIGN aujourd'hui, c'est 200 opérations dans l'année, environ. Sur ces 200 opérations, on rencontre du grand banditisme. Des hommes face à nous, aujourd'hui, ont des kalachnikovs. La même arme que les terroristes. Ils ont des modes opératoires qui connaissent parfaitement les savoir-faire policiers et qui sont donc prêts à mettre en échec les savoir-faire policiers.
Donc on est face à de l'intelligence humaine, à nous préparer, à nous adapter et à devancer notre adversaire. C'est bien ce qu'on va faire dans les situations d'exception, c'est être capable de devancer et de nous adapter le plus rapidement possible. Ce en quoi le quotidien, c'est une source d'enrichissement énorme. Donc il y a incontestablement une utilité opérationnelle du GIGN qui prend toujours des opérations de moindre intensité pour se préparer à la grande opération. À travers le monde, les attaques et les prises d'otages s'enchaînent. Bombay en 2008, Inanemas en Algérie et Nairobi au Kenya en 2013. Pour parer à ces menaces terroristes, il faut surtout des hommes prêts à sauver des vies au mépris de la leur. C'est la devise du GIGN. En 40 ans d'existence, 10 d'entre eux sont morts à l'entraînement ou en opération. Face à une menace effrayante, il faut des gens qui soient par structure, qui ont été formés sur cette logique du sacrifice. Parce que c'est ça dont on parle. Et capable de supporter une extrême haute prise de risque. On dit toujours, c'est important de bien vivre, c'est aussi important de bien mourir. Dans l'armée, on ne pleure pas ces morts, on les honore. Leur sacrifice, il n'est pas vain. Et quelqu'un qui décède dans une unité comme celle-ci, ce sont des moments exceptionnels pour tout le monde, mais il y a une certaine gloire, il y a un sacrifice.